Il a sauvé la femme la plus puissante de la ville et le lendemain, il a été traité comme un criminel. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment la vie d'un homme a été détruite à cause d'un mensonge. Ce que le PDG va découvrir va bouleverser toute l'entreprise. Tout a commencé dans une salle de réunion. Bernard Kellerman jeta son balai par terre et cria « Appelez immédiatement les secours, elle devient violette !» Tout le monde dans la salle de réunion resta figé, stupéfait. Quelques minutes plus tôt, Alexandra Ashcraft-Toft, la PDG milliardaire de tour du groupe Rochefort, au cœur de Paris, se tenait debout à la table de conférence Long Oak, la voix calme et posée, présentant des chiffres. Soudain, elle s'interrompit au milieu d'une phrase. Elle porta la main à sa poitrine. Elle haleta. Après une convulsion, elle s'effondra soudainement sur le sol, inconsciente. Au début, personne n'y croyait. Les cadres restèrent figés sous le choc. Il y avait 7 hommes et femmes en costume, certains plus riches que Bernard ne l'étaient en un an, et l'un d'eux murmura « Elle plaisante ». Un autre a chuchoté « Oh mon Dieu, appelez la sécurité ». Puis la vérité est apparue. Alexandra Ashcraft-Toft ne bougeait plus. Ses lèvres devenaient violettes, mais Bernard n'a pas hésité. Poussant la porte, il s'est frayé un chemin à travers la foule. « Bernard, qu'est-ce que tu fais ?» a crié quelqu'un. « Tu n'as rien à faire ici !» a hurlé un autre. « Sortez !» a crié Bernard. « Je sais ce que je dois faire !» Mais personne ne s'en souciait. Alexandra était allongée sur le côté. Un bras pendait sans vie sur sa poitrine. Ses lèvres prenaient une horrible couleur gris-bleu. Elle ne respirait plus. Bernard s'agenouilla à côté d'elle. « Alexandra, tu m'entends ?» murmura-t-il, la panique montant dans sa gorge. Il appuya 2 doigts sur son cou, pas de pouls. Puis, il agit. Il avait suivi un cours gratuit de réanimation cardio-pulmonaire au Nanterre Community Center, juste pour obtenir des bons alimentaires. Mais à ce moment-là, la voix de l'instructeur résonnait dans son esprit plus fort que tout autre son dans la pièce. « S'ils ne respirent pas, vous êtes leurs poumons. » Il inclina sa tête en arrière, pinça son nez et se pencha. « Est-ce qu'il l'embrasse » hurla quelqu'un. « C'est dégoûtant » cria un autre. « Éloignez-le de cette femme » Bernard ressentit une vive douleur dans le dos. Quelqu'un l'avait frappé avec un objet dur, peut-être une matraque de sécurité, peut-être un parapluie, droit sur lui. Il gémit, mais ne s'arrêta pas. Il continua. 2 insufflations, puis il croisa les mains. Compression thoracique. 1, 2, 3, 4. Un autre coup s'abattit violemment sur son épaule. Il grimaça, mais continua à compter, continua à appuyer. « Sale concierge !» siffla quelqu'un. « Ne la touche pas !» La salle de réunion explosa dans le chaos autour de lui. Mais Bernard resta ancré. Ses bras brûlaient, son dos lui faisait mal, ses yeux le piquaient, mais il ne s'arrêta pas. « Non !» murmura-t-il entre ses dents serrées. « Ne meurs pas comme ça !» Quelqu'un l'attrapa par l'épaule et le tira en arrière. Bernard se libéra, continua les compressions, puis se pencha pour lui donner 2 autres insufflations. Soudain, la poitrine d'Alexandra se souleva violemment. Elle toussa fort, puis aspira l'air comme quelqu'un qui vient d'être tiré du fond de l'océan. Ses paupières papillonnèrent. Elle respirait. Bernard s'effondra, tout son corps tremblant. Son dos le brûlait. Ses épaules étaient à vif. Ses mains étaient engourdies. Mais elle était en vie. Il l'avait sauvée. Les costumes coûteux l'entouraient maintenant, trébuchant les uns sur les autres dans une panique maladroite. « Madame Ashcraft-Toft, restez avec nous. » Les portes de la salle de réunion s'ouvrirent brusquement et les ambulanciers se précipitèrent à l'intérieur. Ils prirent le relais et soulevèrent Alexandra pour la mettre sur la civière. L'un d'eux se retourna et demanda « Qui a commencé la réanimation cardio-pulmonaire ?»« C'est moi », répondit Bernard d'une voix faible. Il n'eut pas le temps d'en dire plus avant qu'un homme grand aux cheveux argentés ne s'avance, son badge indiquant Tyler Bigham, directeur financier, le visage déformé par le dégoût. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Bernard Kellerman », répondit-il en se redressant. « Je suis concierge. »« Vous avez mis votre bouche sur Madame Ashcraft-Toft » dit l'homme, comme si Bernard avait contaminé la PDG plutôt que lui avoir sauvé la vie. « Elle ne respirait plus » répondit Bernard. « Je vais visionner les images de vidéosurveillance » lança le directeur financier. « Vous devez partir immédiatement et ne pas revenir avant d'avoir été contacté. » Bernard eut la gorge serrée, son dos lui faisait encore mal. Il regarda les cadres dont il venait de sauver la patronne d'une mort certaine sous leurs yeux. Pas un seul merci. Bernard se baissa, attrapa son seau de main tremblante et le poussa hors de la salle de réunion. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, mais Bernard n'en avait aucune idée. Au moment où il franchissait la porte, quelque chose de tout à fait différent se déroulait à l'intérieur de l'hôpital. Quelque chose qui allait changer sa vie à jamais.
Si vous suivez cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains chapitres où la vérité derrière l'effondrement d'Alexandra Ashcraft vous choquera encore plus. Cette nuit-là, Bernard était assis, recroquevillé sur un siège de bus inconfortable, englouti par la foule, le dos courbé comme s'il essayait de se replier sur lui-même et de disparaître du monde. Les lumières de la ville s'étendaient en longues lignes floues qui se reflétaient dans ses yeux, à la fois épuisés et vides. Lorsque le bus le déposa dans son quartier familier, la nuit avait déjà tout avalé. L'air ne portait que le grondement lointain d'un train de marchandises et les cris animés des enfants jouant au baseball dans la ruelle. Des sons qui semblaient appartenir à une vie très éloignée de la sienne. Molly courut à sa rencontre à la porte, pieds nus, serrant son ours en peluche usée. « Tu rentres tard », dit-elle d'une petite voix inquiète. « Tu vas bien, papa ?»« Je vais bien, ma chérie », répondit Bernard, un mensonge qu'il avait pris l'habitude de dire. Juste une journée de folie au travail. Le dîner consistait en des macaronis au fromage réchauffé et des restes de légumes sautés. Molly parlait de l'école et Bernard acquiesçait de temps en temps, même si son esprit était toujours prisonnier de cette salle de réunion glaciale où il s'était trouvé plus tôt dans la matinée. Lorsque Janet Holloway, la voisine qui gardait Molly pendant ses gardes de nuit, lui fit signe de la main pour rentrer chez elle, Bernard esquissa un sourire, même si ses lèvres lui semblaient lourdes. Lorsque Molly s'endormit, il s'allongea sur le matelas fin, écoutant le chauffage crépiter dans l'obscurité. Ses doigts effleurèrent l'ecchymose dans son dos, provoquant une douleur aiguë et lancinante. Il ferma les yeux, mais l'image d'Alexandra Ashcraft gisant inconsciente sous ses mains se rejouait en boucle, comme un film surexposé. Il avait sauvé la vie d'une femme. Et pourtant, tout ce qu'il voyait, c'était un pauvre concierge, un père célibataire qui avait osé toucher une milliardaire. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, le moment où il avait redonné vie à quelqu'un qui s'éteignait, son avenir allait changer, mais pas dans le sens qu'il espérait. Le lendemain matin, Bernard Kellerman se tenait devant la tour du groupe Rochefort, vêtu du même uniforme gris qu'il portait depuis 3 mois. Le soleil venait à peine de se lever, sa douce lumière ambrée se répandant sur la place. Il serra plus fort son sac-repas, un sac en plastique contenant un sandwich au beurre de cacahuète, une pomme abîmée et l'espoir que les choses redeviennent normales. Il prit une profonde inspiration et s'avança vers la porte tournante. Mais avant qu'il n'ait pu toucher la poignée, un bras se tendit devant lui. « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer », dit le gardien de sécurité d'une voix neutre et sans émotion. Bernard cligna des yeux. « Quoi ? Je travaille ici. Je suis de nuit. Je suis au 22e étage. » Le gardien ne le regarda même pas. « J'ai reçu l'ordre de ne pas vous laisser entrer. » Un frisson glacial parcourut le dos de Bernard. « Pourquoi ? Je n'ai rien fait de mal. Contactez les ressources humaines, » répondit l'homme en se détournant comme si l'affaire était déjà réglée. Bernard resta figé à l'entrée. Le vent matinal transperçait sa veste légère, tandis que des flots d'employés de bureau passaient devant lui sans s'arrêter. Il se sentait comme une ombre, invisible lorsqu'il travaillait. Et maintenant, complètement écarté, il contourna le bâtiment pour se rendre à l'entrée latérale, s'accrochant au faible espoir qu'il s'agissait d'un malentendu. Peut-être que quelqu'un avait oublié de mettre à jour son planning. Peut-être qu'ils avaient besoin de lui parler de la réanimation cardio-pulmonaire. Peut-être qu'au bureau d'accueil, le superviseur de nuit avait levé les yeux, surpris. « Bernard Kellerman, attendez ici. » Bernard attendit dans le couloir étroit à côté de la rangée de casiers du personnel. Son nom était toujours écrit sur le casier numéro 7, à l'aide d'un marqueur noir, de manière désordonnée, familière. 10 minutes plus tard, le superviseur revint. Il tenait une enveloppe scellée dans sa main. Son visage était inexpressif. « Vous êtes licencié », dit-il. Bernard sentit quelque chose se briser en lui, net et brutal, comme si quelqu'un lui cassait un os dans la poitrine. « Licencié ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Le superviseur haussa les épaules. « Les RH ont dit que c'était pour conduite inappropriée envers des cadres supérieurs. C'est tout ce que je sais. » Les mains de Bernard tremblaient lorsqu'il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de licenciement et son dernier chèque de paye. Pas d'indemnité de départ, pas d'explication supplémentaire, juste ces mots. Emploi terminé immédiatement. L'expression « conduite inappropriée » résonnait dans son crâne comme une sirène d'alarme. Bernard resta longtemps debout dans ce couloir étroit. Une seule porte se referma derrière lui, aussi nette qu'un verdict. Dehors, la vie continuait comme si de rien n'était. Des gens en costume sirotaient leur café au lait. Les klaxons des taxis retentissaient. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Et Bernard marchait comme une coquille vide. Il ne se souvenait pas du nombre de pâtés de maisons qu'il avait parcourus.
Tout était flou. Il pense que j'ai fait quelque chose de mal. Il pense que Il s'effondra sur un banc d'arrêt de bus, les jambes lui lâchant. Son téléphone vibra, un message d'un collègue, une capture d'écran, la discussion de groupe. Tu vois ça? Ce con de concierge était tout près de mademoiselle Ashcraftoft quand elle s'est évanouie. On aurait dit qu'il l'embrassait. Encore un dégoûtant. C'était une agression? La poitrine de Bernard se serra. Ses doigts se refroidirent, ils avaient déformé la vérité. Une réanimation cardio-pulmonaire. Les respirations qui lui avaient sauvé la vie. Ils en avaient fait quelque chose de vil. Son téléphone vibra à nouveau. Une image floue prise par une caméra de sécurité, mais suffisamment claire pour faire mal. Bernard se penche vers Alexandra Ashcraftoft. Un moment où il a sauvé une vie s'est transformé en preuve accablante. Bernard laissa tomber son téléphone sur sa cuisse. Au-dessus de lui, un panneau d'affichage géant montrait Alexandra Ashcraftoft souriant avec force à côté du slogan « Intégrité, vision, leadership ». Il se sentit mal. Le bus le ramena à son appartement sombre de l'ouest de Paris. Molly se précipita vers lui. « Tu rentres tôt ?»« Ils m'ont viré. » Elle écarquilla les yeux. « Pourquoi ? Je ne sais pas. » Il esquissa un sourire. « C'est juste un malentendu. » Jeannette l'observait depuis le comptoir de la cuisine, la télévision en sourdine. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je vais bien, Jeannette, » répondit Bernard. Encore un mensonge, juste fatigué. La nuit tomba. Il resta allongé à fixer l'obscurité, le chauffage crachant comme s'il se plaignait. Quelque part dans le couloir, une dispute éclata. Puis un enfant pleura doucement. La vie continuait, sauf que celle de Bernard semblait figée. Il alluma son téléphone. Les messages continuaient d'affluer. Un message vocal de la fille du service après-vente. « Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais les gens disent que tu as fait quelque chose d'inapproprié avec Madame Ashcraftoft. Tu ferais peut-être mieux de rester discret pendant un moment. » Il éteignit son téléphone, le laissa tomber sur le matelas. Inapproprié. Un mot si facile à utiliser quand les gens veulent te croire au pire. Bernard ferma les yeux, se remémorant le moment où la poitrine d'Alexandra avait repris vie sous ses mains. Son premier souffle. Il avait sauvé quelqu'un. Et maintenant, on le traitait comme si ses mains étaient trop pauvres, trop sales, trop basses pour avoir le droit de sauver une vie. Il enfouit son visage dans l'oreiller et pleura. Sauver quelqu'un aurait dû être une bonne chose. Mais dans cette ville, dans ce monde, c'était sa propre vie qui était effacée. Demain, il devrait chercher un autre emploi, frapper à des portes, nettoyer tous les endroits qui voudraient bien l'embaucher. Mais ce soir, l'injustice était trop lourde à supporter et il n'avait aucun moyen de savoir que, loin au-dessus de la ville, dans un penthouse baigné de lumière tamisée, Alexandra Ashcroft se réveillait en sursaut d'un cauchemar, serrant sa poitrine, le cœur battant, l'écho d'une voix étrange l'attirant de l'obscurité. Elle ne connaissait tout simplement pas encore son nom. Alexandra Ashcroft était assise sur le bord de son lit king size, le corps entièrement trempé de sueur. La lumière du petit matin filtrait à travers les rideaux fins de son penthouse, projetant une douce mais froide lueur dorée pâle dans la pièce. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, comme s'il essayait de jaillir hors de ses côtes. Le cauchemar était revenu pour la 4e nuit consécutive. Dans ce cauchemar, elle se tenait suspendue dans un vide noir comme de l'encre, suffocante, les bras tendus dans un geste désespéré. Aucune lumière, aucun son, seulement le vide, engloutissant tout. Puis soudain, cela réapparut. La voix, une voix d'homme, tremblante mais assurée, transperçant l'obscurité. « Allez, respire, reviens. » Chaque fois, elle se réveillait en sursaut, haletante, comme si elle venait d'être tirée des profondeurs. Et chaque fois, le nom de l'homme derrière cette voix lui échappait avant qu'elle n'ait pu le retenir, ne laissant qu'une sensation familière qui persistait dans sa poitrine. Alexandra se frotta le visage, s'assit pour reprendre son souffle, puis se leva et traversa pieds nus le sol en marbre frais pour se rendre dans la cuisine. La machine à café émit un léger bip. Le café avait été programmé depuis la veille au soir. Son assistante veillait toujours à ce que tout soit parfait, à la minute près. Alors que le riche arôme du café emplissait l'air, Alexandra s'appuya contre le comptoir, le regard tourné vers la ville en contrebas. Paris s'éveillait à ses pieds, les taxis, les vélos et les vendeurs ambulants installaient leurs chariots au coin des rues. Et elle se tenait au 39e étage. Au-dessus de tout cela, coupée du monde par le verre, l'argent et le silence. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. Elle prit son téléphone et fit défiler ses emails, les approbations de contrats,
Les communiqués de presse, une demande d'interview vidéo d'une agence de relations publiques. Rien ne mentionnait l'incident. Elle ouvrit le portail interne de tour du groupe Rochefort. Toujours rien. Elle fronça les sourcils. Quelqu'un lui avait sauvé la vie. Les médecins avaient été clairs. Elle avait fait un arrêt cardiaque soudain. Le taux de survie dans ce genre de cas était inférieur à 10% sans réanimation cardio-pulmonaire immédiate, ce qui signifiait que quelqu'un avait maintenu son cœur en activité, respiration après respiration, jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Et pourtant, personne ne lui avait dit qui c'était. Ses cadres avaient été polis, mais évasifs. La situation a été gérée, madame. Nous avons pris les mesures internes appropriées, madame Ashcraftoft. Ces réponses lui donnaient la chair de poule. Qui avait posé ses mains sur sa poitrine, qui avait pressé sa bouche contre la sienne, lui insufflant la vie dans les poumons. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, son esprit dérivait vers ce rêve, cette voix rauque à force d'effort, mais inébranlable, qui l'avait ramenée du bord du gouffre. Elle pouvait presque sentir à nouveau ses mains, la pression sur ses côtes, la chaleur du souffle près de son visage. Qui était-il? Pourquoi personne ne voulait lui dire? Alexandra Ashcraftoft n'était pas du genre à rester dans l'ignorance, pas dans sa propre entreprise, et certainement pas en ce qui concernait sa propre survie. Elle prit son téléphone et composa un numéro familier. « Marcus » dit-elle lorsque le chef de la sécurité répondit « Je veux les images de vidéosurveillance de la salle de réunion le matin de l'incident. Madame, les ressources humaines ont déjà examiné l'enregistrement. Le service juridique en détient une copie. Je n'ai pas demandé qui l'avait visionné, » répondit Alexandra d'une voix plus dure. « Je veux les images dans ma boîte mail immédiatement. »« Oui, madame. » Elle raccrocha et se retourna vers la fenêtre. Cette fois, le verre ne reflétait qu'un léger brouillard et son propre visage. Elle avait l'air pâle, épuisée, distante, comme quelqu'un qui s'était éloigné du bord sans jamais savoir qui lui avait tendu la main. Une femme à qui on avait rendu la vie, mais pas la vérité. 20 minutes plus tard, l'email arriva. Alexandra ouvrit le fichier vidéo. À l'écran, elle se vit capturée par l'œil froid et indifférent d'une caméra de surveillance. Elle se tenait à la tête de la longue table de conférence en verre, gesticulant au milieu d'un discours, puis bégayant. Une main se posa sur sa poitrine. Sa bouche bougea, mais aucun son ne sortit. Son corps vacilla, puis s'effondra comme un drap trempé sur le sol. Les personnes autour d'elle se levèrent d'un bond. Quelqu'un cria. Un autre regarda autour de lui, mais personne ne s'approcha d'elle. Puis la porte au fond de la pièce s'ouvrit brusquement. Un homme vêtu d'un uniforme de concierge gris entra, poussant un seau à balai. Alexandra se pencha instinctivement vers l'écran. Au début, il eut l'air surpris, mais lorsqu'il la vit au sol, il lâcha tout et se précipita vers elle sans hésiter. Il s'agenouilla à côté d'elle et vérifia son pouls. Ses mains bougeaient rapidement, avec urgence. Il lui pinça le nez, lui fit du bouche à bouche, puis posa ses doigts sur son sternum et compta chaque compression à voix haute. Elle observa attentivement son visage, sa mâchoire serrée, ses yeux remplis de larmes, son regard brûlant de peur et de détermination. Il ignora les cris derrière lui, les doigts pointés, les accusations murmurées. Il se concentra sur une seule chose, la maintenir en vie. Et puis, elle le vit. Un autre homme s'approcha, Tyler Bigham, son directeur financier. Son visage était déformé par la colère et le dégoût. Il attrapa l'épaule du concierge et l'éloigna d'elle. Alexandra fit une pause. Ses mains tremblaient. Elle regarda le reste de la vidéo en silence. Le concierge fut escorté dehors comme un criminel. Pas de poignée de main, pas de remerciement, pas de reconnaissance. Il lui avait sauvé la vie et était puni pour cela. Alexandra se leva lentement, la poitrine serrée, non pas à cause de son problème cardiaque, mais à cause d'une autre émotion qui montait en elle. De la fureur, appela-t-elle à nouveau. « Marcus » dit-elle, la voix désormais basse et froide comme l'acier. « Où est Bernard Kellerman ?»« Madame, l'homme dans la vidéo, le concierge, que lui est-il arrivé ?» Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Il a été licencié par les RH. Il y avait certaines allégations. Des allégations ? Alexandra faillit siffler. Il m'a sauvé la vie. Madame, il y avait des préoccupations concernant l'image, la responsabilité, le risque médiatique. Alors écoutez attentivement. Alexandra l'interrompit. Trouvez-le. Adresse, dossier, tout. Je veux tout cela sur mon bureau avant midi. Mais oui, Madame Ashcraftoft. Elle raccrocha en expirant lentement. Sa cuisine parfaitement immaculée lui semblait soudainement vide et inconfortable. Pour la première fois depuis son réveil à l'hôpital, elle sentit quelque chose se briser sous son sternum. Ce n'était pas de la douleur, mais de la honte. Loin de là, dans l'ouest de Paris,
Bernard Kellerman ne savait rien. Il ne savait pas qu'elle avait regardé la vidéo. Il ne savait pas qu'elle repassait l'image de son visage dans sa tête. Il ne savait pas que le monde qu'il avait déjà écrasé une fois était sur le point de trembler à nouveau. Mais il le saurait très bientôt. 3 jours passèrent et Bernard Kellerman n'avait toujours pas trouvé de travail. Ses matinées s'écoulaient dans le silence, avec pour seul bruit celui d'un vieux stylo rouge qu'il avait trouvé coincé dans le canapé et avec lequel il griffonnait des cercles autour des offres d'emploi dans les petites annonces. L'après-midi, il faisait du porte-à-porte, dans les laveries, les restaurants, les entreprises de nettoyage, partout où il pourrait gagner suffisamment pour payer l'électricité de son petit appartement. Mais partout, la réponse était la même. Un regard hésitant, un murmure étouffé, puis un signe de tête poli, plus froid que l'air hivernal à l'extérieur. Au matin du 4e jour, le nom de Bernard Kellerman était devenu une rumeur qui se propageait comme de la fumée. À la laverie automatique du coin, une jeune femme qui pliait des vêtements lui jeta un coup d'œil et lui dit doucement « C'est vous le type de cet immeuble, n'est-ce pas ? Lequel ?» Elle s'interrompit lorsqu'il leva les yeux. « Peu importe, ce n'est rien. » Bernard essaya de sourire, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Ce n'est pas grave, » dit-il doucement. « Vous pouvez le dire, l'homme qui a essayé de sauver quelqu'un et qui s'est fait licencier pour ça. » Elle serra les lèvres, baissant encore la voix. « Les gens disent que vous avez fait plus que ça. » Burner ne demanda pas ce que « plus que ça » signifiait. Il le savait déjà. Internet avait pris sa réanimation cardio-pulmonaire et l'avait transformée en quelque chose de sordide. Des blogs trash titraient « Le concierge n'a pas pu s'empêcher de mettre les mains à l'œuvre » ou « Il a dépassé les limites avec une PDG inconsciente ». Quelqu'un avait divulgué une image tirée de la vidéo de surveillance. Floue, granuleuse, mais suffisamment claire pour semer le doute. L'image de lui se penchant pour pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire était devenue une preuve. De retour chez lui, le petit appartement sentait le vieux tapis et le café réchauffé. Janet Holloway était assise près de la fenêtre, portant ses lunettes de lecture et tenant un journal en gros caractères. Le conseil municipal a encore rejeté l'augmentation du salaire minimum, marmonna-t-elle, puis elle leva les yeux. « Tu as déjà mangé ? » ?»« Pas encore, » répondit Bernard en rinçant une tasse dans l'évier. « Je vais d'abord préparer quelque chose pour Molly. » La petite fille entra dans la cuisine en traînant les pieds, les cheveux en bataille, se frottant les yeux. « Papa, tu vas travailler aujourd'hui ? » ?»« Pas aujourd'hui, ma chérie, » répondit Bernard doucement. « Je prends un peu de repos. » Molly fronça les sourcils. Janet dit « Les gens sont méchants avec toi. » « Pourquoi ?» Bernard se pencha et écarta une mèche de cheveux de son visage. « Parfois, les gens ont peur des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais tout ira bien, je te le promets. » Janet soupira et plia le journal. « Mon fils, tu ne peux pas te battre contre ceux qui écrivent les articles. Ils gagnent toujours. »« Je ne veux pas me battre, » dit Bernard doucement. « Je veux juste qu'ils disent la vérité. » Cet après-midi-là, il prit le bus pour se rendre dans une petite entreprise de nettoyage située sur la rue du 18 juin. Le propriétaire, un homme corpulent vêtu d'une chemise qui sentait la fumée de cigare, jeta un coup d'œil à ses papiers, puis les posa sur le bureau. « Vous travaillez chez Tour du groupe Rochefort ?»« Oui, monsieur. » L'homme hocha lentement la tête en croisant les bras. « J'ai entendu parler de cette affaire. Je ne peux pas me permettre ce genre d'attention ici. Je suis désolé. » Bernard eut la gorge sèche. « L'attention. Vous voulez dire sauver la vie de quelqu'un ? » « Je veux dire, » dit l'homme sans détour, « la controverse. Les clients n'aiment pas les ennuis. Essayez ailleurs. » Lorsque Bernard ressortit, le ciel s'était assombri. Le vent transperçait son manteau fin tandis qu'il marchait sur le trottoir fissuré en direction de l'arrêt de bus. Un groupe d'adolescents se tenait devant une supérette, leur téléphone émettant une lueur bleue. Alors qu'il passait devant eux, l'un d'eux donna un coup de coude à son ami et dit assez fort pour que Bernard l'entende. « Yo, c'est lui, le concierge. J'ai vu la vidéo. Le mec embrassait vraiment cette milliardaire. » Des éclats de rire retentirent, poursuivant Bernard tout au long du pâté de maison. Lorsqu'il arriva à l'arrêt de bus, ses yeux le brûlaient. Il s'assit, la tête baissée, les bras repliés autour de lui comme pour éviter de s'effondrer. Lorsqu'il rentra chez lui, Janet était au téléphone, la voix tendue et étouffée. « Je le vois, » dit-elle en couvrant le combiné de sa main. « C'est ta sœur, » dit-elle doucement. Elle dit que les gens en parlent à l'église. Ils ont vu une vidéo en ligne. Bernard ferma les yeux. Évidemment. Ce soir-là, il essaya de supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux. Mais à chaque fois, un autre faux profil apparaissait avec sa photo et des légendes méchantes. Père célibataire à la recherche d'une milliardaire.
l'homme qui a agressé une PDG. Il éteignit son téléphone et s'assit dans le noir. Le silence était si profond que le ronronnement du réfrigérateur semblait être le seul bruit qui subsistait dans le monde. Lorsqu'il s'allongea enfin à côté de Molly, son corps était lourd comme du plomb. Son dos lui faisait encore mal à cause des coups qu'il avait reçus dans la salle de réunion. Il appuya sa main sur la contusion, se souvenant de ce bruit sourd et aigu, du craquement de l'impact, de l'air expulsé de ses poumons. « La justice n'est pas aveugle », murmura-t-il. Elle refuse simplement de baisser les yeux. Au milieu de la nuit, le téléphone sonna. Il se réveilla en sursaut et tâtonna pour répondre. « Monsieur Kellerman ?» dit une voix aiguë, froide et mécanique. « Oui, ici les ressources humaines de Tours du groupe Rochefort. Notre enquête interne est terminée. » Son cœur fit un bond. « Cela signifie-t-il que je peux… » « Votre contrat de travail est résilié avec effet immédiat, » l'interrompit la femme. « L'enquête interne a déterminé que votre conduite était inappropriée. Nous ne poursuivrons pas les charges, mais nous vous conseillons vivement de ne pas revenir dans nos locaux. » Bernard se redressa brusquement, se transformant en statue de pierre. Inapproprié. « Je pratiquais une réanimation cardio-pulmonaire. La décision est définitive, monsieur Kellerman. Votre dernier chèque vous sera envoyé par la poste. » L'appel prit fin. La ligne était coupée, nette et impitoyable, comme s'il n'avait jamais existé. Pendant un long moment, Bernard resta assis là, le téléphone collé à l'oreille, fixant l'obscurité. Molly bougea à côté de lui, marmonnant quelque chose à propos de crêpes dans son sommeil. Il se tourna vers elle, la poitrine douloureuse. Que devait-il lui dire le lendemain matin? Que son père avait perdu son emploi pour avoir sauvé la vie de quelqu'un? Que la vérité n'avait pas d'importance quand celui qui la disait était pauvre et invisible? Bernard s'adossa contre la tête de lit, les yeux brûlants. « Mon Dieu, murmura-t-il, si tu m'écoutes, que dois-je faire maintenant ?» Dehors, le tonnerre grondait. La pluie commençait à tambouriner contre la fenêtre. La gouttière qui fuyait tapait à un rythme régulier, comme un battement de cœur, un battement moqueur et inlassable. De l'autre côté de la ville, dans un penthouse lumineux, Alexandra Ashcraftoft était assise devant son ordinateur portable. La vidéo était terminée, mais l'image de Bernard agenouillé à côté d'elle était toujours gravée dans son esprit. Elle avait vu la peur sur son visage, sa détermination, son courage et son horreur lorsqu'il avait été emmené comme un criminel. Elle appuya à nouveau sur pause, se pencha en arrière sur sa chaise, les épaules raides. Elle avait bâti un empire d'1 milliard de dollars grâce à des choix décisifs et à sa foi dans la chaîne de commandement. Mais cela lui avait échappé comme de la fumée et avait failli détruire un homme. Elle serra les mâchoires. « Trouvez-le » murmura-t-elle dans la pièce silencieuse, avant que cela n'aille trop loin. Alexandra Ashcraftoft n'appela pas son chauffeur. Elle enfila un jean, un pull et prit ses propres clés de voiture. La Mercedes noire glissa à travers la ville comme une ombre, alors qu'elle se dirigeait vers l'ouest, regardant les tours de verre et d'acier, céder progressivement la place à de vieux bâtiments en briques, des fresques murales écaillées et des fenêtres condamnées par des panneaux de contreplaqué déformés. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas conduit elle-même. Cette sensation lui semblait bonne. Le quartier où vivait Bernard était un monde complètement différent du royaume de verre et d'or qu'elle dirigeait. Les nids de poules faisaient vibrer ses roues. Des enfants jouaient dans des terrains boueux, se poursuivant autour de voitures rouillées. Un homme vendait des hot-dogs depuis un chariot cabossé, la vapeur s'élevant en épais nuages blancs dans le froid mordant. Elle trouva l'adresse, un bâtiment bas et brun, avec de la peinture écaillée et un escalier métallique affaissé. Elle se gara, sortit de la voiture, et l'air de décembre lui trancha le cou comme un couteau. Elle frappa à la porte. Quelques secondes de silence s'écoulèrent avant que la porte ne s'ouvre en grinçant. Une petite fille apparut, les cheveux attachés à la hâte, vêtue d'un t-shirt trop fin pour le temps. Elle écarquilla les yeux. « Vous êtes la dame de l'affiche » murmura-t-elle. « Je cherche Bernard » dit Alexandra en adoucissant sa voix. « Il habite ici, n'est-ce pas ?» Le visage de la fillette se crispa d'inquiétude. « Il est malade » dit-elle doucement. « Il ne veut pas se lever. J'ai essayé de lui faire de la soupe, j'ai essayé de lui donner des médicaments. Rien n'y fait. Il n'arrête pas de dire qu'il est fatigué. Puis il se recouche. » Alexandra eut la gorge serrée. « Depuis combien de temps est-il comme ça ?»« Depuis qu'il a perdu son travail, » répondit la jeune fille. « Il a arrêté de manger. Il n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas juste. Puis il s'est simplement arrêté. » Alexandra poussa la porte et entra. L'appartement était minuscule. Les murs étaient défraîchis. Un radiateur ronronnait, mais réchauffait à peine la pièce.
Bernard était recroquevillé sur un matelas fin dans un coin, enveloppé dans 2 couvertures usées. Son visage était émacié, ses joues creuses, sa respiration effroyablement faible. Elle s'agenouilla à côté de lui. « Bernard, murmura-t-elle, c'est moi, Alexandra Ashcraftoft. » Il ne bougea pas. Elle lui prit la main. Elle était brûlante de fièvre. « Appelez une ambulance !» cria-t-elle vers le couloir. La jeune fille se tenait maintenant figée dans un coin, serrant un ours en peluche en lambeaux, les yeux écarquillés. Alexandra serra plus fort la main de Bernard. « Tu m'as sauvé la vie !» dit-elle d'une voix brisée. « C'est maintenant mon tour de sauver la tienne. » Lorsque le lointain hurlement des sirènes se fit entendre dans la rue, elle regarda l'homme qui l'avait sauvée de la mort et comprit clairement une chose. Cette fois, elle ne pouvait pas le laisser s'en aller. L'ambulance s'arrêta devant l'immeuble, ses gyrophares tournant silencieusement. Les ambulanciers travaillèrent rapidement, posant des questions rapides et concises. Alexandra remarqua à peine le moment où le corps inerte de Bernard fut soulevé sur la civière. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle monta dans l'ambulance sans hésiter, ignorant les voisins qui jetaient un œil depuis leurs fenêtres et leurs porches. À l'intérieur du véhicule, un ambulancier fixa un moniteur d'oxygène au doigt de Bernard et enroula un brassard de tensiomètre autour de son bras. Déshydratation sévère, fièvre supérieure à 39,5 degrés, respiration superficielle. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda-t-il. Alexandra agrippa le bord de son siège. « Je ne sais pas, je l'ai trouvé comme ça. » « Non, c'est un stress systémique, » marmonna l'ambulancier, en accrochant une poche de perfusion au crochet au-dessus. « Nous devons le stabiliser rapidement. » L'ambulance a fait une embardée en tournant sur une route principale. Alexandra a jeté un coup d'œil au visage de Bernard, livide, creusé, des gouttes de sueur perlant sur son front. Elle a tendu la main, prudemment, glissant sa main dans la sienne, en évitant le tube de la perfusion. Ses doigts n'ont pas bougé, mais elle n'a pas lâché prise. « Tu t'es battu pour me garder en vie » a-t-elle murmuré. « N'abandonne pas maintenant. Tenez bon » dit soudainement l'ambulancier, les yeux écarquillés alors qu'il la reconnaissait. « Vous êtes Alexandra Ashcraftoft. » Alexandra acquiesça d'un signe de tête raide. Il la regarda, puis regarda Bernard. « C'est lui qui... » « Oui, » dit-elle. L'ambulancier n'en dit pas plus, mais son expression changea, laissant place à quelque chose qui ressemblait à du respect. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent dans un centre médical privé situé dans le nord de la ville, l'un des meilleurs. Alexandra avait appelé à l'avance. Une équipe de médecins et d'infirmières attendait à l'entrée des urgences et prit rapidement le relais, poussant Bernard à travers les doubles portes. Alexandra les suivit jusqu'à ce qu'une infirmière lève doucement la main pour l'arrêter. « Nous allons nous occuper de lui, mademoiselle Ashcraftoft. Veuillez attendre ici. » Elle acquiesça, recula, les yeux rivés sur la civière, jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les portes battantes. La salle d'attente était presque parfaite. Des fauteuils en cuir moelleux, un éclairage chaleureux, un piano dans un coin jouant du jazz doux. Mais pour Alexandra, tout semblait submergé, étouffé. Elle s'assit, se leva, fit les 100 pas, s'assit à nouveau. Elle appela Fiona Redford, son assistante juridique. « Il est à l'hôpital clinique privé du Nord. Annulez tous ses rendez-vous pour les 2 prochains jours et amenez sa fille Emily ici. Elle est seule à la maison. »« Je m'en occupe tout de suite, » répondit Fiona sans hésiter. Lorsque Molly arriva avec une assistante sociale environ 1 heure plus tard, Alexandra se tenait près de la fenêtre, regardant les fins flocons de neige tomber sur les toits de Paris. Elle se retourna lorsqu'elle entendit la voix de la jeune fille. « Mon papa va bien ?» Elle s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de Molly. « Les médecins s'occupent de lui. Ton papa est très fort. Il m'a sauvé la vie une fois, tu te souviens? Je crois qu'il peut le refaire. » Molly acquiesça, essayant d'être courageuse, serrant fort son ours en peluche. « Je lui ai fait de la soupe, mais il n'a pas voulu manger. J'ai fait de mon mieux. Tu as fait plus que ton possible, » dit Alexandra doucement. « Tu t'es occupé de lui comme il s'est occupé de moi. » Une infirmière apparut à la porte. « Madame Ashcraftoft, vous pouvez le voir maintenant. » Alexandra se leva, prit la main de Molly et suivit l'infirmière dans un couloir calme jusqu'à une chambre privée. Bernard était allongé sur le lit, un tube à oxygène sous le nez. Un liquide s'écoulait régulièrement dans son bras. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, régulièrement. « Il s'en sortira, » dit doucement l'infirmière. Épuisement sévère, déshydratation, malnutrition. Son système immunitaire s'est effondré sous le stress, mais il réagit bien. Ses signes vitaux s'améliorent. Alexandra expira sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle. « Merci, » dit-elle. Molly s'approcha du lit et posa son ours en peluche sur la poitrine de son père. «
Je me suis occupée de toi, papa, murmura-t-elle. Alexandra se tenait à côté du lit, regardant Bernard. Son visage était moins gris maintenant, ses traits plus doux, moins brisés. Elle tira une chaise, s'assit et resta là longtemps. À un moment donné, Molly s'endormit dans un coin, recroquevillée sous une couverture d'hôpital. Une infirmière apporta de la soupe chaude et des crackers. Alexandra toucha à peine à la sienne. Elle resta assise à regarder Bernard, l'esprit envahi par la culpabilité et le doute. Elle se souvenait de la réunion du conseil d'administration le matin où il était entré, de la façon dont personne ne l'avait regardé, de la façon dont même elle ne lui avait pas accordé un regard. Il était entré dans cette pièce comme de l'air. Et pourtant, cet homme invisible avait été celui qui lui avait sauvé la vie. Ce n'était pas seulement une procédure de réanimation cardio-pulmonaire, c'était un défi au pouvoir, une confrontation à la peur, une résistance à un système qui attendait de lui qu'il baisse la tête, se taise et disparaisse. Elle ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé, mais elle pouvait et allait changer tout ce qui allait se passer ensuite. Les heures passèrent, la nuit s'installa complètement. Les seuls sons étaient les bips réguliers des moniteurs et la respiration douce de Molly. Puis, sans prévenir, Bernard remua, ses paupières papillonnèrent, ses doigts tremblèrent. Alexandra se leva d'un bond. « Bernard !» Il pencha la tête, ouvrit les yeux et cligna plusieurs fois des paupières avant de faire la mise au point. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix rauque. « Vous êtes à l'hôpital » répondit-elle doucement. « Vous vous êtes évanoui, mais vous êtes en sécurité maintenant. » Il fronça les sourcils, la voix à peine audible. « Pourquoi ? Pourquoi êtes-vous ici ?» Elle s'agenouilla à côté du lit. Sa voix vacilla lorsqu'elle dit « J'ai regardé la vidéo, dans son intégralité, chaque seconde. J'ai vu ce que vous avez fait. Vous m'avez sauvé la vie et ils vous ont puni pour ça. Bernard, je suis vraiment désolé. » Des larmes lui montèrent aux yeux. « Ils ont dit que je t'avais agressé. »« Je sais, » répondit-elle en serrant les mâchoires. « Ils ont menti et je les ai laissés mentir pour moi. Mais ça ne sera plus comme ça. » Il se détourna, clignant des yeux avec force. « Ça n'a pas d'importance. Je ne suis qu'un concierge, quelqu'un comme moi. Personne ne me croit, quoi que je dise. »« Je te crois, » dit-elle lentement. « Pas seulement parce que j'ai vu la vidéo, mais parce que je l'ai ressentie. À ce moment-là, tu étais le seul à avoir réagi. Le seul à ne pas avoir détourné le regard. » Bernard la regarda. Sa voix était faible mais claire. « Alors aidez-moi, pas seulement avec les médecins ou les factures. Aidez-moi à être vu. Aidez ma fille à grandir dans un monde où faire ce qui est juste ne signifie pas tout perdre. » Alexandra acquiesça une fois, puis une seconde fois, plus fermement. « Je le ferai. » Elle resta debout à le regarder une dernière fois, puis murmura « Vous n'êtes plus invisible. » La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de l'hôpital, dessinant des traînées silencieuses sur le mur vert pâle. Bernard dormait, sa respiration était désormais régulière, son visage n'était plus cendré, mais plus doux, plus chaud. À côté de lui, Alexandra Ashcraftoft était assise dans un fauteuil, les coudes posés sur les genoux, les yeux rivés sur l'homme qui avait bouleversé tout son univers, simplement en faisant ce que personne d'autre n'avait osé faire. Elle n'avait pas quitté la chambre de toute la nuit. Le poids de la culpabilité pesait toujours sur ses épaules comme une couverture mouillée, lourde, froide, suffocante. Pour une femme qui avait bâti un empire d'1 milliard de dollars, en prenant des décisions difficiles et en respectant la hiérarchie, cela lui avait échappé comme de la fumée et avait failli emporter une vie humaine entière. Elle sortit son téléphone et ouvrit le dossier de Bernard. Fiona était restée éveillée toute la nuit pour rassembler tout ce qu'elle pouvait trouver, afin de reconstituer un tableau complet que le reste du monde avait négligemment jeté. Non, Bernard James Kellerman, âge 34 ans, formation, diplôme d'études secondaires, 1 an d'études en soins infirmiers dans un établissement d'enseignement supérieur communautaire, abandonné en raison de difficultés financières, antécédents professionnels, service de nettoyage, soins aux personnes âgées à temps partiel, livraison de repas, famille, une fille, Molly, ex-femme, Charlotte Reed. La garde de Charlotte a été révoquée par le tribunal il y a 3 ans. Adresse: Nanterre, quartier connu pour son taux de criminalité élevé, ses infrastructures délabrées et son abandon par la ville. Il y avait même des notes des anciens propriétaires jointes à un avis d'expulsion. Il avait 2 mois de retard dans le paiement de son loyer. Son électricité avait été coupée la semaine précédente. Alexandra déglutit péniblement. Tout cela s'était produit après qu'il lui eût sauvé la vie. Elle se leva et sortit dans le couloir. Une infirmière passa avec un chariot et lui fit un signe de tête poli.
Alexandra se dirigea vers un petit coin tranquille, près de la salle d'attente des familles, s'adossa contre le mur, sortit son téléphone et appela Fiona. « Oui, mademoiselle Ashcraftoft », répondit Fiona presque immédiatement. « Envoyez 2 voitures à Nanterre, une pour aller chercher sa fille, l'autre pour aller chercher la voisine qui la surveille. Je veux qu'elle soit transférée dans un logement temporaire, entièrement meublé, sûr, proche d'une bonne école, compris. Et appelez le docteur Morrison. Dites-lui que je veux que la voisine, Janet Holloway, passe un examen complet aujourd'hui. Un bilan médical complet, je m'en occuperai. Et encore une chose, Fiona, ajouta Alexandra, d'une voix légèrement plus douce. Assurez-vous qu'il y ait un petit lit ou un berceau dans le nouvel appartement, au cas où Molly aurait trop peur pour dormir seule. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Je comprends, madame. Alexandra raccrocha et retourna dans la chambre. Bernard était maintenant réveillé, appuyé sur des oreillers. Ses yeux étaient encore lourds de fatigue, mais beaucoup plus clairs que la nuit précédente. Molly était assise à côté de lui, les jambes pendantes au bord de la chaise, coloriant avec application avec un ensemble de crayons qu'une infirmière avait trouvé quelque part. Quand elle vit Alexandra entrer, la fillette leva les yeux et lui sourit. « Bonjour, madame Ashcraftoft. Bonjour, Molly. Comment va ton père ?»« Il va mieux maintenant, » répondit la fillette en brandissant son dessin. « Il a souri quand je lui ai montré ça. » Alexandra se tourna vers Bernard. « Tu es de retour parmi nous, n'est-ce pas ?»« Je n'avais nulle part où aller, » répondit-il sèchement, bien qu'un coin de sa bouche se soit relevé. « Tu as vraiment regardé la vidéo ?» Elle acquiesça. « En entier, » confirma Alexandra. « Je t'ai vu te battre pour me garder en vie alors que tout le monde restait figé. Et puis, je les ai vus te traiter comme un criminel. Bernard, je suis profondément désolé. » Bernard pencha la tête en arrière, fixant le plafond. Les excuses ne changent rien à ce qu'ils ont fait. Non, admit-elle, mais c'est un début. Tout à fait. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une feuille de papier soigneusement pliée. C'est une déclaration officielle signée et certifiée sous mon nom, qui efface votre casier judiciaire. Elle stipule que vos actions constituaient une intervention médicale d'urgence visant à sauver des vies et tout à fait appropriée dans les circonstances. Aucune faute professionnelle. Aucune violation. Il hésita avant de la prendre. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il dépliait la page. Ses yeux parcoururent chaque ligne, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement. « Et ce n'est pas tout, » poursuivit Alexandra. « J'ai fait déménager votre fille et votre voisin dans un appartement sûr, entièrement meublé et gratuit, jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied. Et je voudrais vous proposer un poste. » Il releva brusquement la tête. « Quoi ? Non. Vous n'êtes pas obligé. »« Si, je le suis, » l'interrompit-elle, bien que sa voix restât douce, « parce que je les ai laissés détruire votre vie en mon nom. Je ne peux pas effacer ce qu'ils ont fait, mais je peux m'assurer qu'à partir de maintenant, vous ne serez plus jamais seul. » Il déglutit péniblement, clignant rapidement des yeux. « Pourquoi ? Pourquoi vous en souciez-vous maintenant ?» Elle resta silencieuse un instant, choisissant ses mots. « Parce que lorsque j'étais au bord de la mort, je n'ai pas vu un concierge. J'ai vu un homme qui se battait pour me maintenir en vie, et après avoir survécu, j'ai laissé le monde t'effacer. Cela m'a rendu complice, et je ne veux plus être cette personne. » Molly leva les yeux et intervint. « Je te l'ai dit, papa, c'est une bonne personne. » Bernard expira, mi-amusé, mi-résigné. « Tu as toujours été meilleur que moi pour juger les gens. » Alexandra sourit faiblement. « Il y a encore une chose. Si tu es prêt à l'entendre, je voudrais te proposer un poste, mais pas dans le nettoyage. Tu serais le directeur d'un nouveau programme de bien-être des employés que je lance chez Tour du groupe Rochefort. » Bernard écarquilla les yeux. « Excuse-moi. Quoi ? Je veux que tu m'aides à concevoir un système qui garantisse que personne ne soit laissé pour compte, en particulier les personnes qui veillent à ce que les lumières restent allumées et les sols propres. Je veux que vous soyez celui qui reconstruira ce que j'ai laissé se détériorer. » Il la regarda, stupéfait. « Hier soir, vous avez dit quelque chose, » poursuivit-elle, « que vous n'aviez pas seulement besoin d'aide, mais aussi d'être vu. » Cette phrase n'a cessé de me trotter dans la tête depuis. Bernard agrippa le bord de la couverture. « Je n'ai pas les qualifications requises pour un tel poste. »« Si vous les avez, » dit Alexandra en s'approchant, « parce que vous comprenez. Tu sais ce que c'est que d'être traité comme si on était invisible. Et maintenant, tu as la possibilité de changer cela pour les autres. » Bernard jeta un coup d'œil à Molly, puis revint vers Alexandra. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Bien sûr, » acquiesça-t-elle. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte, jetant un regard par-dessus son épaule. « Oh, Bernard, vous m'avez sauvé une fois. C'est peut-être l'occasion pour moi de vous rendre l'appareil. »
La porte se referma derrière elle. Bernard appuya sa tête contre l'oreiller, la déclaration toujours à la main. Pour la première fois depuis des semaines, il se permit de croire que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas la fin de son histoire. Peut-être n'était-ce que le début. 2 jours plus tard, Bernard franchit pour la première fois le seuil du nouvel appartement. Ses jambes tremblaient encore après plusieurs jours passés à l'hôpital et sa main droite était bandée à l'endroit où la perfusion avait été posée pendant près de 48 heures. Mais tout cela lui sembla soudain insignifiant. Il resta immobile un long moment au milieu du salon, simplement pour regarder. Une lumière dorée et chaleureuse baignait cet espace confortable. Finis les murs fissurés et écaillés. Plus d'ampoules vacillantes au plafond qui n'arrivaient pas à se décider entre s'allumer et s'éteindre. Plus de vieux radiateurs qui tout sautaient dans un coin. À la place, il y avait un canapé beige avec des coussins propres, une table basse en bois, un tapis moelleux sous les pieds et des rideaux assortis au mur. L'appartement dégageait un léger parfum de citron mêlé à l'odeur du tissu neuf, comme le parfum d'un nouveau départ. Molly passa devant lui en courant, les yeux écarquillés, le rire aux lèvres. « Nous avons notre propre cuisine, papa. Regarde, il y a même des céréales dans le placard. » Bernard cligna des yeux, luttant contre les larmes qui lui montaient au coin des yeux. Janet, leur voisine, entra lentement derrière eux, s'appuyant sur le nouveau déambulateur que l'hôpital lui avait donné. Son dos était toujours voûté, ses jambes toujours raides, mais ses yeux étaient plus brillants qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines. « Oh mon Dieu !» murmura Janet. « Je n'ai pas vu un endroit aussi propre et décent depuis le mariage de ta tante Béatrice. » Bernard rit, d'un rire encore tremblant, mais sincère. Tous trois entrèrent complètement et fermèrent la porte, comme pour clore un vieux chapitre. Pour la première fois depuis longtemps, ils n'avaient pas l'impression de squatter un endroit qui ne voulait pas d'eux. Cette fois, c'était leur maison. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait un panier de bienvenue avec son nom dessus. À côté, un petit vase rempli de marguerites blanches. Une carte était glissée sous le pied du vase. « Tu mérites la paix ». Bernard plia la carte et la pressa légèrement contre sa poitrine, comme pour immortaliser ce souvenir. Depuis qu'il avait quitté l'hôpital, il n'avait pas revu Alexandra en personne. Mais ses empreintes étaient partout. Des soins médicaux privés pour lui et Janet, une entreprise de déménagement offrant des services complets. Des séances de thérapie pré-réservées pour Molly. L'offre d'emploi était toujours dans sa boîte mail. Elle ne le poussait pas. Elle ne l'appelait pas pour exiger une réponse. Elle lui laissait simplement le choix. Et pour l'instant, c'était ce qu'il appréciait le plus. Il entra dans la cuisine et admira l'éclat des appareils électroménagers en acier inoxydable. Dans le réfrigérateur, il y avait une miche de pain, un carton de lait, une boîte d'œufs, plus qu'il n'avait eu en une seule fois depuis des semaines. Molly ouvrit un placard et en sortit une boîte de crayons de couleur. Il y a aussi du papier. « Papa, je peux à nouveau dessiner. » Janet s'assit sur un tabouret de bar au comptoir de la cuisine, les yeux balayant la pièce. « Fiston, tu es sûr que ce n'est pas un piège. Aucun propriétaire n'est aussi gentil sans attendre quelque chose en retour. » Bernard se tourna vers elle. Elle ne m'a rien demandé. Janet plissa les yeux, toujours sceptique. Personne ne donne autant sans attendre quelque chose en retour tôt ou tard. Bernard resta silencieux pendant quelques secondes avant de répondre. « Elle ne fait pas de charité. Elle me rend justice. Et c'est peut-être ainsi qu'elle le fait. » Janet ricana doucement. « La justice est censée intervenir avant que votre réputation ne soit traînée dans la boue, pas après que tout soit déjà détruit. » Bernard ne contesta pas. Il ne savait pas comment s'y prendre de toute façon. Il entra dans la petite chambre au bout du couloir. Un lit queen size avec des draps propres, une armoire, une lampe de chevet, pas de moisissures sur les fenêtres, pas de coins ébréchés sur les murs. Sur la table de chevet se trouvait une petite pile de livres, des ouvrages sur le leadership, le bien-être des employés et un autre sur la façon de survivre à un scandale public. Sur la couverture du dernier livre, un post-it était collé. Page 47. Cela m'a aidé autrefois. Bernard laissa échapper un petit rire incrédule, puis s'assit sur le bord du lit, passant sa main sur la couette moelleuse. Depuis le salon, la voix de Molly se fit entendre. « Papa, je peux descendre voir le petit jardin ?»« Plus tard, ma chérie, » répondit Bernard. « Nous avons beaucoup de cartons à déballer d'abord. » Janet se traîna jusqu'à la porte avec son déambulateur, s'appuyant contre le cadre pour le regarder. « Tu envisages vraiment d'accepter ce poste ?» Bernard leva les yeux. Sincère. « Je ne sais pas encore. Rien que d'en entendre parler, ça me fait peur. » La voix de Janet s'adoucit de manière inattendue. « Tu t'es agenouillé au milieu d'une salle de réunion et tu as affronté la mort sans que tes mains tremblent. Et maintenant, un travail de bureau te fait peur. Ce n'est pas le travail.
dit Bernard doucement. C'est le fait d'être vu. Ce soir-là, après que Molly se soit endormie dans le lit jumeau avec les draps dinosaures qu'elle avait choisis dans un catalogue et que Janet se soit installée sur le canapé du salon, Bernard sortit sur le petit balcon. Les lumières de la ville scintillaient au loin, pas assez loin pour qu'il se sente coupé du monde, mais suffisamment pour lui rappeler le chemin parcouru en quelques jours seulement. Il s'assit dans la chaise en osier, enfila une couverture légère sur ses épaules et laissa ses pensées vagabonder librement. L'injustice était toujours là. Les rumeurs en ligne n'avaient pas disparu du jour au lendemain. Les gens murmuraient toujours son nom à l'épicerie du coin. Son téléphone vibrait encore de temps en temps pour lui signaler des messages anonymes. Mais dans ce moment de calme, il ressentit quelque chose d'inhabituel, de l'espoir. Pas encore la sécurité, mais le sentiment que les choses pouvaient encore changer. Son téléphone vibra. Un nouveau message d'Alexandra Ashcraftoft. Sans pression, mais je serais honoré si vous veniez voir les nouveaux bureaux. Vous pouvez les aménager comme vous le souhaitez. Quels que soient vos rêves, commencez par là. En dessous se trouvait une pièce jointe, une photo d'un étage de bureau vide. De grandes fenêtres, la lumière du soleil qui inondait la pièce, des murs fraîchement peints, des sols immaculés attendant les premiers pas. Bernard la regarda longuement. Il pouvait presque l'imaginer. Un endroit sans porte d'entrée pour les riches et sans porte de service pour les nettoyeurs. Un endroit où les avantages sociaux ne se limitaient pas à un bol de fruits dans la salle de pause. Un endroit où les voix comme la sienne n'étaient pas seulement autorisées à exister, mais nécessaires. Il répondit « Je viendrai jeter un œil, une étape à la fois ». Ses doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier. Puis il ajouta « Merci de me donner de l'espace pour respirer ». Il posa son téléphone, se pencha en arrière et ferma les yeux. Et pour la première fois depuis des semaines, Bernard dormit sans se réveiller en sursaut. Le lundi suivant, Bernard se tenait devant l'immeuble de verre étincelant de la Défense. Le vent transportait l'odeur du café fraîchement torréfié et le trottoir était encore brillant après la pluie. Il ajusta son écharpe et leva les yeux vers l'enseigne. Tour du groupe Rochefort Executive Annex. Le message de Fiona était toujours là. 3e étage, ascenseur à droite. Elle l'attendait. En entrant dans le hall, Bernard sentit clairement des regards posés sur lui. Mais cette fois, ce n'était pas de la méfiance ou de la lassitude. C'était de la reconnaissance. Le gardien de sécurité lui fit un signe de tête. La réceptionniste lui sourit chaleureusement. Ce n'était que de petits gestes, mais pour Bernard, c'était le genre de reconnaissance qu'il n'avait jamais vraiment eu auparavant. L'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent, le transportant vers un étage complètement vide, baigné de soleil et offrant une vue imprenable sur la rivière au loin. Alexandra Ashcraftoft se tenait près de la fenêtre, une tasse de café à la main. « Je commençais à me demander si vous aviez changé d'avis », dit-elle, sans détourner le regard. « J'ai failli le faire », admit Bernard, juste avant de franchir la porte. « Mais je suis très heureuse que vous soyez venu quand même. » Bernard fit lentement le tour de la pièce. « Cet endroit semble différent, moins froid. »« C'est intentionnel », répondit-elle. « Tout cet étage est à votre disposition pour le nouveau département. Vous essayez toujours de me convaincre d'accepter le poste ?» Il haussa un sourcil. Alexandra sourit. « Je veux juste que vous sachiez que cette porte vous est ouverte. Et si quelqu'un mérite de concevoir un programme de bien-être pour les employés, c'est bien quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être ignoré. » Bernard regarda à travers la vitre transparente, la rivière scintillante, les bateaux passant sous les ponts. « Je n'ai jamais eu de bureau. Les seules clés que j'ai jamais eues étaient celles d'un placard à fournitures et d'un placard à balai. Alors il est temps que vous ayez une autre clé, dit-elle calmement. Pourquoi faites-vous vraiment cela ? Demanda-t-il en la regardant droit dans les yeux. Alexandra ne détourna pas le regard, car lorsque j'étais allongé sur le sol, entre la vie et la mort, j'ai réalisé que je ne méritais pas la moitié du respect que les gens me témoignaient. Pas comme vous l'avez fait. Le pouvoir sans responsabilité n'est qu'une illusion. Et j'en ai assez de cette illusion. Elle sortit un épais carnet de croquis et un marqueur. Tout cela est à vous. Bernard ouvrit la première page, complètement vierge. Il prit le stylo et prit une inspiration. Je veux des fenêtres dans toutes les salles de travail, de la vraie lumière, plus de salles de pause qui ressemblent à des placards à balai. Et je veux un véritable fonds de prévoyance, une aide au transport, une aide à la garde d'enfants, une aide au loyer, pas seulement quelques cours de yoga pour faire de jolies photos. Alexandra griffonna rapidement des notes. « Vous êtes exigeant. »« Je ne suis pas ici pour exiger, » dit Bernard d'une voix ferme. « Je suis ici pour construire. » 1 heure s'écoula. Le croquis sur la table était rempli de cases et de flèches. Un bureau d'assistance, des salles de consultation, un espace où les employés pourraient attendre leurs enfants. Un espace calme pour les travailleurs de nuit. Donc,
Je dois comprendre que vous acceptez » demanda Alexandra. « Je dis oui » acquiesça-t-il. « Non pas parce que je veux travailler pour vous, mais parce que je veux travailler pour les personnes que vous et tout ce système aviez l'habitude d'oublier. Des personnes comme moi. C'est le meilleur oui que j'ai jamais entendu, » répondit-elle. Bernard s'arrêta à la porte et se retourna. « Merci Alexandra. Non seulement pour le travail, mais aussi pour avoir choisi de me rencontrer. J'aurais dû le faire plus tôt, » dit-elle doucement. « Nous voyons toutes les choses trop tard à un moment donné. » Il sourit. « Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons de faire, une fois que nous les voyons enfin. » De l'autre côté de la ville, dans une salle de conférence sombre, éclairée uniquement par des lampes jaunes chaleureuses, Tyler Bigham se servit un bourbon d'une main tremblante. La nouvelle lui était déjà parvenue, et elle le rendait malade. Alexandra était en train de créer un nouveau département, et elle venait de le nommer à sa tête, ce concierge. Tyler jeta un coup d'œil à son téléphone. L'image le frappa de plein fouet. Bernard se tenait à côté de sa fille dans le communiqué de presse. Le titre criait « Ashcraft nomme Bernard Kellerman, directeur de l'initiative pour le bien-être des employés. Un pas vers la justice sur le lieu de travail. » Tyler serra les mâchoires, les veines de son cou saillant. Pendant des années, c'était lui qui avait façonné cet écosystème des ressources humaines. Licenciements discrets, accords de confidentialité, dossiers relégués dans l'ombre. Et maintenant, un homme issu du service des fournitures se voyait confier un poste que Tyler avait toujours considéré comme une extension de son propre pouvoir. Il composa un numéro. « C'est Bigham. J'ai besoin que quelque chose soit fait discrètement. » Hors des registres. La voix à l'autre bout du fil était basse. « Continuez. Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur Bernard Kellerman. Ancienne dette, casier judiciaire effacé, délit juvénile, n'importe quoi. Je veux le discréditer. Ça va te coûter cher. » « Je n'ai pas demandé le prix, » grogna Tyler. « J'ai demandé si tu pouvais le faire. » Le lendemain matin, la pluie martelait les fenêtres comme des coups impatients. Bernard se tenait près de l'évier, une tasse de café froid à la main, sans s'en rendre compte. Il avait une sensation étrange dans la poitrine, comme si quelque chose l'attendait, et ce n'était pas bon. Son téléphone vibra, un message de Fiona. « Appelle-moi tout de suite. » Il se passe quelque chose. Bernard composa immédiatement le numéro. Il y a eu une fuite. Fiona alla droit au but. Tes anciens dossiers d'expulsion, tes documents hospitaliers, même un délit mineur scellé. Quelqu'un essaie de te salir, Bernard. « Bigham, » dit Bernard doucement, sans même réfléchir. « Alexandra est furieuse, » ajouta Fiona. « Laisse-la tranquille, » répondit-il d'une voix étrangement calme. « Je ne me cache pas. » Lorsqu'il arriva à l'annexe Ashcraft, l'atmosphère était tendue comme un fil. Les rumeurs l'avaient précédé de plusieurs kilomètres. Mais Bernard entra la tête haute. Sur son bureau se trouvait un bouquet de tournesols lumineux et une carte manuscrite. La vérité est toujours plus forte que le bruit. Continue d'avancer. En moins d'une heure, il demanda une réunion avec tout le personnel de l'annexe. La salle se remplit rapidement. Le personnel administratif, les agents de sécurité, les employés de la cafétéria, l'équipe d'entretien, les agents de nettoyage de jour, les agents de nettoyage de nuit. Bernard se tenait devant eux, sans notes, sans diapositive, les mains légèrement tremblantes. « Certains d'entre vous ont probablement déjà vu les gros titres, » commença-t-il. « Il y a des gens qui veulent vous faire croire que le passé d'une personne suffit à effacer son avenir, qu'une seule erreur ou un seul casier judiciaire suffisent à la réduire au silence pour toujours. » Il a marché lentement le long de la première rangée. Je ne crois pas cela. Il s'est arrêté et a regardé chaque visage, fatigué, curieux, sceptique, plein d'espoir. Oui, j'ai été expulsé. Oui, j'ai eu des factures en retard. Oui, quand j'avais 16 ans, j'ai été condamné pour avoir volé des médicaments contre la toux pour ma mère. Elle était malade et nous n'avions pas d'argent. Ce casier a été scellé il y a des années. Il a pris une profonde inspiration. Je n'ai honte d'aucune de ces choses. Elles font partie de qui je suis. Cet espace a été créé pour les personnes qui n'ont jamais leur place à la grande table. Pour celles qui ont pleuré dans le placard à fournitures et qui sont quand même sorties en souriant le lendemain. Pour celles qui ont été ignorées mais qui ont continué à travailler malgré tout. Il a de nouveau balayé la salle du regard. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour lutter pour la justice. Il suffit d'être prêt à se montrer, et je suis là. Il y eut un long moment de silence. Puis quelqu'un se mit à applaudir. Une deuxième paire de mains se joignit à lui, puis une troisième. En quelques secondes, toute la salle fut remplie d'applaudissements comme un roulement de tonnerre qui s'amplifiait en un rythme lourd et pulsé. De l'autre côté de la ville, Alexandra était assise avec l'équipe juridique dans une salle de conférence.
devant un écran rempli d'emails et de documents. Les preuves de la campagne de dénigrement étaient là. « Je veux que son badge soit révoqué », a déclaré Alexandra d'une voix aussi froide que l'acier. « C'est prêt dès aujourd'hui », a répondu Fiona. « Nous attendions votre accord. Et encore une chose », a poursuivi Alexandra. « Quiconque s'en prend à Bernard Kellerman s'en prend aux valeurs fondamentales de cette entreprise et devra me rendre des comptes. » 6 mois plus tard, Bernard se tenait sur scène lors d'une conférence nationale sur la justice au travail. Cette fois-ci, il n'apparaissait pas avec un balai et une carte, mais avec une présentation, une équipe et son nom clairement imprimé sur la liste des principaux intervenants. Le programme d'aide sociale qu'il avait conçu avait été officiellement lancé dans toute l'entreprise. Au cours du seul premier mois, plus de 200 rapports avaient été soumis, 7 cadres avaient été licenciés, 12 employés avaient été promus après révision d'évaluations injustes. Molly était assise au premier rang, les jambes balancées, les yeux brillants, incapable de cacher son sourire fier. Janet, plus forte après des mois de rééducation physique, applaudissait le plus fort chaque fois que le nom de Bernard était mentionné. Alexandra choisit une place plus en retrait, non pas pour être sous les feux de la rampe, mais simplement pour écouter. « Je m'appelle Bernard Kellerman », commença-t-il d'une voix basse mais assurée. « Et je ne suis pas le genre de héros sans défaut que l'on voit habituellement sur les affiches. » Quelques rires étouffés parcoururent la salle. « Je n'ai pas un passé irréprochable. Je ne suis pas né dans une famille riche. J'étais concierge, père célibataire, un homme qui a vu quelque chose qui n'allait pas et qui a décidé de ne pas détourner le regard. Je n'ai pas décidé de m'exprimer parce que je voulais attirer l'attention. Je l'ai fait parce qu'il y a des gens réels qui sont blessés, ignorés, manipulés, privés de leur voix, des gens comme moi. Si cela fait de moi quelqu'un de gênant, alors j'espère que nous serons plus nombreux à être prêts à nous lever et à causer ce genre de problème. » Quand il eut terminé, Molly n'attendit pas une seconde. Elle courut directement sur la scène et se jeta dans ses bras. « Tu as été formidable, papa. » Bernard rit en la serrant contre lui. « Nous avons été formidables, ma chérie. C'est pour nous tous. » Alexandra s'approcha alors que les applaudissements résonnaient encore dans la salle. « Tu as changé cette entreprise, Bernard. Pas seulement les gens, mais aussi la culture, » dit-elle. « Nous avons encore un long chemin à parcourir, » répondit-il. « Oui, mais au moins, nous allons dans la bonne direction. » Ce soir-là, Bernard s'assit sur le balcon de leur nouvel appartement. Plus grand, plus lumineux, mais toujours simple. Il regarda Paris s'étendre sous ses yeux. Les lumières de la ville scintillaient comme de minuscules promesses dans l'obscurité. Son téléphone vibra. Un message de June. « Je viens d'apprendre que 3 autres entreprises nous ont demandé de les conseiller. Elles veulent appliquer le modèle que tu as créé. » Bernard sourit. Le changement se propageait. Il répondit « Faisons-le, un lieu de travail sûr à la fois. » Molly sortit sur le balcon, enveloppée dans une couverture. « Tu as froid, papa ?»« Non, ma chérie. » Il la prit sur ses genoux. « Je pensais juste que parfois, les pires choses qui nous arrivent sont celles qui nous mènent au meilleur. » Molly se blottit contre lui. « Alors maintenant, tu es heureux ?» Bernard serra sa fille plus fort et regarda la ville qui respirait. « Oui, ma chérie, je suis enfin heureux. » Ils restèrent assis ainsi, père et fille, sur le petit balcon surplombant la ville. Pour la première fois de sa vie, Bernard se sentait reconnu, non pas comme un employé anonyme, ni comme la victime d'un scandale, mais comme un être humain qui méritait sa place à la table. Et il savait qu'à partir de maintenant, il utiliserait cette place pour s'assurer que les autres obtiennent la leur également. Le parcours de Bernard Kellerman nous montre que le courage ne se traduit pas toujours par des gestes grandioses et bruyants. Parfois, il réside dans des choix modestes mais inébranlables, comme préférer l'intégrité à la commodité, s'exprimer plutôt que de rester silencieux, se tenir droit quand le monde veut vous voir, vous incliner. Cette histoire nous rappelle que la justice n'exige pas la perfection. Elle exige que nous refusions de laisser la peur définir notre vérité. Peu importe d'où vous venez, peu importe comment le monde vous perçoit, votre voix compte toujours. Et lorsque cette voix est utilisée avec un objectif clair et une conviction inébranlable, elle peut devenir une force suffisamment puissante pour changer tout un système.